Docteur Penwell, bonjour papa, comment ça va? Bonjour Magali, ça va très bien. Et maintenant, j'ai un beau micro-casque, donc tout le monde va très bien m'entendre. Voilà, le son va être meilleur. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui s'appelle les huiles essentielles. Comment connaître leurs propriétés? Est-ce que c'est à travers leurs composés moléculaires, les molécules prises une à une séparément, ou bien est-ce que c'est au contraire toutes les molécules assemblées ensemble qui vont donner, on va dire, un visage particulier, des propriétés particulières aux huiles essentielles? Est-ce que c'est molécule par molécule que je dois analyser mon huile essentielle, ou au contraire, c'est par totum? Alors, la réponse à cette question fait appel à ce qu'on appelle la théorie des ensembles. Quand on dit théorie, c'est pas juste « ah, ça c'est théorique ». Non, mathématiquement, c'est vraiment une théorie qui n'a jamais été démontée par qui que ce soit. Un ensemble qui est constitué par l'huile essentielle va comporter des sous-ensembles. Par conséquent, notre attention, ce n'est pas un élément d'un sous-ensemble, c'est d'abord les différents sous-ensembles constitutifs de cet ensemble qu'on appelle l'huile essentielle. Et ces sous-ensembles-là sont créés d'après ce qu'on appelle des structures et des fonctions chimiques. Ce n'est pas une invention quelconque, ça correspond à une réalité qui est celle enseignée par la chimie organique. Or, cette réalité de la chimie organique, qu'on va retrouver d'une manière générale en phytothérapie et en phytochimie, elle nous permet de comprendre que le travail de la plante, c'est un travail exactement comme un très grand savant dans un laboratoire qui est très structuré et qui va créer ensemble, sous-ensemble après sous-ensemble, ces différents groupes moléculaires. Et ce travail de la plante, c'est notre rôle de savoir le déchiffrer avec une grille de lecture appropriée. Et la grille purement moléculaire ou la grille totem, ce n'est pas une grille. Soit tu vois la vision globale, soit tu vois un tout petit élément. Il y a donc une vision que tu dois créer. C'est ce qui m'a permis de faire la découverte de Fragonia. Tout d'un coup, j'ai aperçu effectivement comment ces sous-ensembles s'arrangent, se structurent, s'architecturent entre eux pour conférer effectivement l'effet final qui pourra se comprendre avec cette vision qui nous amène vers un nouveau paradigme. Donc toi, tu as nommé ces différentes visions. Tu dis parfois il faut avoir une vision très pointue, qu'on appelle la vision fibroscopique. Mais des fois, il faut aussi avoir cette vision de la complexité. Et tu as donné le nom de histoscope. Donc, avant, on avait le télescope pour voir l'infiniment grand, le microscope pour voir l'infiniment petit, et maintenant, toi, tu proposes l'histoscope, l'infiniment complexe. Pour vraiment travailler avec des êtres complexes que sont les plantes, les huiles essentielles, il faut que nous-mêmes, on puisse avoir cette vision de la complexité. Sinon, on va toujours projeter notre vision simpliste sur la plante qui est complexe. Donc, c'est d'abord tout un travail, je dirais, mental finalement. C'est une discipline, c'est un exercice, c'est un entraînement. On peut faire à propos de la politique, de la science, de l'histoire, de la géographie, de la métaphysique, de la philosophie. Cet état d'esprit, tu l'acquiers en étudiant une science qui s'appelle la systémologie. C'est pour ça que dans la base de notre enseignement, de notre formation, c'est la compréhension de cette systémologie qu'on appelle souvent la systémique. Et bien souvent, tu sais très bien que dans les grosses problématiques familiales, on va voir quelqu'un qui fait une approche systémique. Ce n'est pas en soignant juste le comportement de cet enfant qu'on va résoudre le problème de la famille. Toi, tu dis aussi que finalement, on doit être sur, j'aime beaucoup ce terme, on doit développer l'écosystème intellectuel. On parle souvent de l'écosystème intestinal, que finalement, différentes bactéries cohabitent ensemble, différents virus cohabitent ensemble, on cohabite avec tous ces êtres microscopiques. Et tu dis maintenant, il faut développer cette biodiversité intellectuelle. C'est un petit peu ton... Il faut la respecter, il faut même l'encourager, parce que c'est à travers le débat, la discussion ouverte, sincère, intelligente, que nous allons évoluer. Sinon, c'est une autocratie, c'est une dictature, et à ce moment-là, on n'a plus qu'à se mettre un scotch sur la bouche. Ok. Donc, revenons à cette histoire de l'approche moléculaire dans l'huile essentielle, l'approche de totem. Toi, tu dis ça, c'est
c'est pas une réflexion qui inclut des ensembles et des sous-ensembles. Donc toi, tu proposes d'analyser par exemple l'huile essentielle selon ses familles biochimiques, les phénols avec les phénols, les monoterpénols avec les monoterpénols, les esters avec les esters. Ça, c'est intéressant dans une pratique médicale. C'est intéressant absolument pour tout. Dans la pratique médicale, bien sûr, c'est fondamental parce qu'on sait très bien que si on utilise, je prends l'exemple d'une huile essentielle d'un thym qui serait un thym à ester, alors qu'on doit agir contre une infection bactérienne, on est sûr de l'échec. Et nous, on a la vie d'une patiente ou d'un patient entre les mains. On n'est pas en train de se projeter dans des envolées métaphysiques olfactives. Donc, si on se trompe à ce niveau-là, c'est très grave. Quand on veut vraiment avoir en bactériologie des résultats, on le sait par des millions d'aromatogrammes qui ont été effectués. C'est quoi un aromatogramme? C'est l'équivalent d'antibiogramme. On teste la sensibilité de la bactérie à différentes huiles essentielles. Donc, on prélève au niveau, on prélève, prends un exemple concret, on va prélever au niveau de la bouche, au niveau là où il y a du pus, des sécrétions. Oui, bien sûr. Hein, il s'agit vraiment d'une sécrétion qui est jaune, qui est verte, qui est marron, qui sent mauvais. Tu sais qu'il y a des bactéries pathogènes, tu les cultives. Une fois qu'elles sont cultivées, tu testes un certain nombre d'huiles essentielles. Et tu verras très bien que toujours ce qu'on appelle les majeurs de l'aromathérapie vont sortir. Et ça, c'est effectivement basé essentiellement sur phénol et aldéhyde cinnamique. Aldéhydes terpéniques sont souvent intéressants, mais pas aussi systématiquement. Monoterpénols sont très intéressants, mais avec une activité généralement moindre, mais pas toujours. Et ensuite, tu sais très bien que si tu vas sortir un monoterpène, ce sera l'exception. Alors là, l'exception peut te donner une indication, non pas tant pour le travail aigu, mais pour ensuite le travail de terrain. Parce que pour nous, soigner une infection, ce n'est pas donner pendant 5 jours une gélule 3 fois par jour. C'est prendre ensuite le problème et, si la personne le désire, faire un travail de terrain, ce que, bien sûr, l'approche allopathique ne permettra jamais. Quand tu dis, par exemple, s'il y a des majeurs qui sortent, notamment en bactériologie, quand on analyse les aromatogrammes, donc moi, je dis comme ça, pour faire simple, un petit truc, on va dire, un petit peu sémantique, auditif, les phénols, les monoterpénols. Donc là, on sait que ça va agir sur les bactéries. Pourquoi cette famille biochimique, elle agit sur les bactéries? C'est la fonction OH, c'est qu'est-ce qui fait qu'elles agissent sur les bactéries? Cette fonction OH hydroxylique, c'est une fonction qui a la capacité d'attaquer la paroi et la membrane qui entourent la bactérie. À partir du moment où la paroi et la membrane sont attaquées directement, il va y avoir une fuite de tous les éléments intérieurs dans cette cellule bactérienne et la cellule, effectivement, va soit arrêter sa multiplication, c'est un effet bactériostatique, soit elle va mourir, c'est un effet bactéricide, soit elle va carrément éclater, c'est un effet bactériolytique. Or, dans les antibiotiques, tu n'auras jamais ce type d'action. Soit c'est bactériostatique, tétracycline, soit c'est bactéricide, pénicilline, et bactériolytique, tu ne l'amènes pas. On est dans ces molécules aromatiques avec des mécanismes d'action, une puissance d'action et une intelligence d'action qui ne trouvera jamais d'équivalence dans les réponses allopathiques classiques, que ce soit les sulfamides ou que ce soit les antibiotiques. Moi, je trouve ça absolument incroyable d'entendre ça. De dire que, alors pourquoi il n'y a pas plus de gens qui y ont recours? Est-ce que c'est par ignorance? Est-ce qu'on va parler de Big Pharma? Moi, je ne vais pas toucher ce sujet-là, mais je pense que voilà, il doit y avoir des éléments là-dedans. Oui. Mais ta question est intéressante parce qu'il faut que tu te reportes à l'histoire. Tu sais que je suis un passionné d'histoire et toi, tu l'es aussi. Et quand tu analyses l'histoire, tu comprends tout. Dis-toi bien, Magali, qu'avant que Fleming fasse sa découverte, on était dans les années fin du 19e siècle et début du 20e siècle, et on avait énormément de recherches qui étaient faites sur les huiles essentielles, que ce soit en Angleterre, en France, en Australie. Et on était vraiment sur le point d'arriver à des développements extraordinaires. Donc, il y a un basculement qui s'est fait, la découverte en 1928 par Alexandre Fleming de la pénicilline, et ça a jeté une espèce de voile sur tout ce qui se faisait de très actif au niveau de ces recherches sur les huiles essentielles. Donc, c'était au même moment, il y avait les recherches sur les antibiotiques, les recherches sur les huiles essentielles, et puis
comme la médecine, elle a pris un peu le dessus, ça a voilé les recherches qui étaient faites sur les plantes. Mais il y a quelques temps en arrière, elles étaient un petit peu sur le même niveau de recherche. Oui, alors, je précise que l'inventeur de ce qu'on appelle l'antisepsie et la sepsie, c'est donc Joseph Lister, ce chirurgien écossais. Qu'est-ce qu'il a utilisé afin de diminuer la mortalité terrible par infection suite aux opérations chirurgicales? Il a utilisé du phénol. Qu'est-ce que c'est? Le phénol, il le tirait du charbon, la distillation de la houille. Mais le phénol, on l'a dans les plantes. Or, quand tu compares ce qu'on appelle l'indice phénol de la molécule de phénol par rapport au phénol dont nous disposons, carvacrol, thymol ou génol, tu t'aperçois que l'indice phénolique, donc de capacité de tuer les bactéries, quand on utilise ce phénol fonctionnalisé que nous avons dans les plantes, il est démultiplié comparé au phénol qu'on va tirer de la houille. Donc, on était vraiment sur une piste cruciale, et cette piste cruciale a eu un coup d'arrêt brutal avec la découverte de Fleming. Bon, on espère qu'elle va rejaillir, cette piste phénolée, dans les plantes maintenant. C'est obligé parce que même si le Covid est un problème actuellement, dis-toi bien qu'on attend des dizaines et des dizaines de millions de morts à cause des résistances bactériennes qui se sont créées, alors qu'on sait bien que quand on utilise ces huiles essentielles qui sont effectivement un totem, un ensemble de tous ensemble, il est impossible à la bactérie de créer des résistances par rapport à ces huiles essentielles. C'est très, très intéressant. Alors, je reviens à l'exemple de l'aromatogramme. Tu disais donc les phénols agissent sur la bactérie, donc action bactériostatique, bactéricide, bactériolytique. Ça veut dire vraiment qu'il va agir sur la paroi de la bactérie. Comment ça se fait que les monoterpénols, les phénols vont agir sur les bactéries, mais qu'en est-il des monoterpènes? Ils n'agissent pas sur cette bactérie? Les monoterpènes n'ont pas de fonction. Les monoterpènes, ce sont des hydrocarbures, carbone, hydrogène, carbone, hydrogène. Ils ne peuvent pas se dissocier avec libération de H+, avec des phénomènes électroniques très puissants. Ce n'est pas dans leur nature. C'est comme ça, je veux dire, tu as du carbone et de l'hydrogène. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle des monoterpènes ou des sesquiterpènes, qui sont très importants, d'une part en pathologie virale, complètement différente, et d'autre part, notamment les sesquiterpènes, sur le plan de ton système immunitaire, qui est finalement la seconde clé de la compréhension de la puissance des huiles essentielles. Avec l'antibiotique, tu as une cible et une munition. Avec l'essentiel, tu as l'intelligence de la plante qui va arriver à se mêler à l'intelligence de ton immunité tout en respectant les bactéries qui sont protectrices et qui font aussi partie de ton immunité. Et c'est cet ensemble symphonique de ces intelligences qui se complexifient les unes avec les autres qui fait la beauté, la puissance et l'harmonie quand on se dirige vers la voie de l'aromathérapie médicale. C'est vraiment comme une danse, je dirais, une danse harmonieuse. Et puis en même temps, c'est, j'imagine, comme un peu des judokas, on sait se protéger, on sait faire des alliances. Donc ça, c'est intéressant. Une fois que tu m'avais dit, il faut comprendre une chose, c'est que la bactérie, c'est un être vivant, c'est plein d'eau, et que finalement, la fonction OH, qui a cette affinité un peu plus pour l'eau, elle va rencontrer la bactérie qui a cette affinité pour l'eau, et donc il va y avoir ce système de mise en résonance. Donc là, tu as expliqué de façon beaucoup plus précise. Alors que le virus, qui n'est pas un être vivant, le virion, comme tu avais dit une fois, eh bien, il n'a pas besoin de la fonction OH, il peut rentrer directement en relation avec d'autres types de molécules. Donc, tu m'avais bien fait cette distinction. Le micro-organisme qui comporte de l'eau et qui ne comporte pas d'eau. Est-ce que tu pourrais un petit peu réexpliquer ça? C'est-à-dire qu'une huile essentielle, à la base, il faut quand même savoir qu'elle est hydrophobe. Il y a des molécules qui sont moins que d'autres. Donc, effectivement, la capacité de libération des ions, quand c'est mis en solution avec les molécules aromatiques qui sont fonctionnalisées, comme la fonction hydroxylique, c'est un atout important. Ça joue également par rapport au pH, ça joue par rapport au processus d'oxydoréduction. Donc, tous ces éléments sont effectivement très importants. Le tout, c'est de savoir que quand on a affaire à une infection virale, elle peut aussi se compliquer de surinfection bactérienne. Et donc, on sait jouer de manière très délicate et très fine, grâce à nos formulations, en fonction de l'évolution de chaque situation. Et c'est ça qui est important. Quand tu es
en allopathie, tu as très peu de réponses vis-à-vis des virus. Hein, bon, le sida, je ne mets à part, parce que ça, c'est des recherches particulières. Mais en général, quand tu as la grippe, bah, tu attends que ça passe. On ne donne pas un médicament contre la grippe. On dit prendre du Doliprane contre la fièvre, mais ce n'est pas un traitement du virus. Donc, nous, dans notre approche des huiles essentielles, on a ces familles biochimiques, moléculaires, aromatiques qui ont des orientations. Et quand on peut jouer sur le virus sans recourir forcément à des phénols qui sont quand même très puissants, très agressifs, commençons déjà par la carte douce et réservons-nous la carte plus forte. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en cas d'attaque virale, on n'a pas besoin d'avoir recours à des origans, des sarriètes, des cannelles qui sont quand même des huiles essentielles, on va dire, fortes. Hein. C'est tout un travail d'hydrosolubilisation par le foie, alors qu'on a des huiles essentielles beaucoup plus douces. On a nommé certains eucalyptus, certains pins, certains sapins, qui marchent très bien sur ces attaques virales. Donc, c'est vrai que autant avoir recours à des huiles essentielles douces si on sait qu'on est face à un virus. C'est important de le dire. Donc, par rapport à cette approche dont on parlait au début, donc le totem, les molécules, donc toi tu dis c'est vraiment les familles moléculaires qui sont à prendre en considération. Est-ce que tu veux donner des exemples par rapport à ça? Oui, il y a un exemple qui est tout à fait typique, caractéristique et instructif. C'est le comparatif entre Fragonia et entre le fameux Titri, Melaleuca alternifolia. Quand on les compare au niveau composition, on se dit, bah, dis donc, le Titri, il a quand même 40-45% de terpinol 4. Et puis le Fragonia, il est quand même beaucoup moins riche en terpinol 4. Alors, Titri doit être quand même plus fort. Bon, ça, c'est l'idée logique, tu vois, un peu mécaniste, réductrice, analytique, allopathique. Hein. Je frappe fort avec cette grosse molécule de terpinol 4. Et puis alors, on prend la même bactérie, et d'un côté, on teste Titri, de l'autre côté, on teste Fragonia. Alors, si on fait ça en laboratoire de ville, on dira les deux ont marché. Mais nous, on a fait faire l'expérience à Perth, à l'université. Et là, on a fait la cinétique de l'action à l'encontre de la bactérie. Oui, le résultat était le même. Mais Fragonia a obtenu le résultat en un temps 4 fois plus court que Titri. Donc, sur l'aromatogramme, si je prends le Melaleuca alternifolia, qu'on appelle tea tree oil, chémotype terpinol 4, que je le mets en contact avec une bactérie, et que je prends également Fragonia, je le mets au contact avec la même bactérie, on va trouver le même nombre de croix. C'est ça que tu dis. Mais ce que cet aromatogramme ne révèle pas, c'est la rapidité d'action. Et quand vous avez fait ce test à Perth, donc en Australie, Fragonia avait quand même une célérité qui était 4 fois plus importante. C'est bien ça? C'est énorme. Je veux dire, quand tu comprends ça, et tu sais ce qui caractérise notre monde, c'est la vitesse, même l'accélération. Je veux dire, on sent que Fragonia ici a un potentiel de réponse qui nous fait exploser la conscience. Parce qu'après, il faut comprendre pourquoi il en est ainsi. Oui, parce que tu disais au début, ben justement, il y a moins de terpinol 4, donc vous pourrez s'attendre à une action donc moins importante en termes, j'allais dire, qualitatifs, mais aussi en termes de temps. Or c'est l'inverse qu'on constate. Comment expliquer ça? Alors, je demande 30 secondes. Tu expliques un petit peu Fragonia. Oui, je vais expliquer un petit peu Fragonia. Alors, pour ce faire, Fragonia, c'est une plante qui a été découverte il y a plus de, je ne voudrais pas me tromper, 15 ans par le docteur Penwell. C'était vraiment une petite révolution dans la façon de percevoir les huiles essentielles. Donc, il a décrit l'intérêt de cette huile essentielle qu'on appelle Agonis fragrans de son nom latin. Et donc, c'est décrit dans le livre qui s'appelle L'aromathérapie quantique du docteur Penwell pour se réaliser avec les huiles essentielles. Alors, Fragonia, c'est vrai que classiquement, on va dire que c'est une huile essentielle qui agit sur les bactéries. Hein, comme on a vu lors de ce test, elle avait une action très intéressante. Elle a bien d'autres actions au niveau émotionnel, psychique, mais je pense que voilà, ce livre de plus de presque 500 pages pourra l'expliquer de façon très approfondie. Mais ce qui est intéressant là, et ce qu'on va voir, c'est de comprendre pourquoi. Alors, on peut avoir plusieurs explications, mais l'explication que le docteur Penwell va vous donner, je pense, est très intéressante et on peut commencer à y réfléchir ensemble. Pourquoi est-ce que le Fragonia, qui contient la molécule de terpinol 4 en quantité moins importante que Melaleuca alternifolia, a pu avoir cette rapidité d'action plus importante?
À quoi est-ce que c'est dû? Est-ce que c'est dû aux molécules? Est-ce que c'est dû au pays où a poussé la plante? On peut réfléchir à différentes options sur ce pourquoi. Mais voilà, comme le patron est revenu, le patron de l'aroma est revenu, je vais lui laisser la parole sur ce pourquoi. On est en train de réfléchir au pourquoi. Alors, si on... Ça va, on entend bien? Oui, on t'entend bien. Si on compare maintenant le pool des monoterpénols de Fragonia, on se dit quel est le pourcentage total des monoterpénols? On s'aperçoit qu'on est autour de 30%. Donc finalement, on a, même en additionnant tous les monoterpénols de Fragonia, on se dit qu'on est en dessous de ce qu'apporte le titri, le Melaleuca alternifolia, qui peut amener 40-45% du terpinol 4. Donc finalement, l'explication n'est pas dans le quantitatif, elle est dans le qualitatif. Donc là, je suis en train de montrer un tableau de résultats d'analyse de Fragonia. Bon, évidemment, je pense que si vous avez le livre, vous pourrez vous reporter. Donc, vous voyez, il y a des dizaines et des dizaines de molécules qui ont été identifiées dans Fragonia. Et toi, tu dis, donc, ce n'est pas l'aspect quantitatif. Voilà, puisque j'ai bien dit que quand on prend le sous-ensemble qui s'appelle monoterpénol et qu'on additionne toutes ces molécules des monoterpénols ensemble, on va arriver autour de 30%. On est encore en dessous de la quantité de monoterpénol, c'est-à-dire le terpinol 4, que contient le titri. Donc, ce n'est pas la quantité de monoterpénol qui va jouer. Qu'est-ce qui va donc jouer? Eh bien, dans ce pool de monoterpénol de Fragonia, même qu'il soit à une quantité inférieure au terpinol 4 du titri, c'est l'équilibre moléculaire qui se réalise entre ces différentes molécules. Et alors, je montre la photo. Là, c'est à la page 257 de l'aromathérapie quantique. On voit effectivement, donc là, on a réalisé un triangle et on voit effectivement donc le rapport équilibré, puisqu'effectivement, on a un tiers de monoterpène, un tiers de monoterpénol et presque un tiers d'oxyde monoterpénique. Donc, c'est vraiment le rapport équilibré qui va créer cette action. Alors, ce que tu dis là, c'est bien, mais là, tu es reparti sur l'ensemble. Moi, je reprends le sous-ensemble qui est celui des monoterpénols. Et dans ce sous-ensemble des monoterpénols, lorsque j'analyse chacune de ces molécules, je m'aperçois qu'elles sont dans une espèce de progression, alors en descendant ou en montant, mais il y a ce qu'on appelle un rapport proche du nombre d'or d'une molécule par rapport à l'autre, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle une structure fractale au nombre d'or. Je n'ai jamais découvert ça dans aucune autre huile essentielle. Et des chromatographies dans ma vie, j'en ai vu des centaines et des centaines. Alors, est-ce qu'on peut montrer l'exemple de la structure fractale avec, par exemple, le chou romanesco? Voilà. Et le nombre d'or, on le retrouve aussi dans la pomme de pin. Donc, on a un chiffre et un autre chiffre. Et quand on fait le rapport de ce chiffre et de cet autre chiffre, on est autour de 1,6. Et puis, successivement ainsi. Donc, une structure fractale au nombre d'or, c'est Fragonia qui nous offre ça dans le sous-ensemble des monoterpénols et qui nous offre aussi dans l'ensemble complet des familles moléculaires un tiers, un tiers, un tiers, donc un triangle équilatéral. Eh bien, on s'aperçoit finalement le génie de Fragonia, c'est un génie de nature mathématique. Et c'est cette mathématique suprême qui apporte une fonction de guérison qui est reconnue par les forces de l'organisme, qui sont aussi des forces d'harmonisation. Ici, on n'est pas dans simplement j'attaque, on est aussi dans je recrée les conditions pour que ce système d'harmonie et de vie en harmonie avec les bonnes bactéries puisse se recréer dans notre corps. C'est très intéressant parce que là, je trouve qu'on a vraiment quitté le monde de la guerre. On recherche la molécule qui va tuer la bactérie et qu'on peut retrouver dans les aromatogrammes. On arrive dans une espèce de compréhension d'une forme de mathématique. De toute façon, le monde, je pense qu'on peut l'analyser, ce monde aussi, sous l'angle de la mathématique, les planètes, les astres, notre corps. Je crois que la mathématique, c'est aussi la science universelle. Et de pouvoir dire que cette chimie, finalement, elle n'est pas au-dessus de cette mathématique universelle, ça nous offre un cadre de compréhension extrêmement intéressant. Maintenant, est-ce qu'on peut s'imaginer que Fragonia a cette vitesse de célérité pour juguler les bactéries qui serait liée à autre chose que de la mathématique? Là, tu as trouvé, on va dire, cette explication qui paraît
je veux dire, qui paraît extrêmement intéressante et moi qui le trouve extrêmement séduisante. Est-ce qu'on peut aussi se dire qu'il y a peut-être d'autres explications ou pas? Oui, alors, il faut bien distinguer lorsque je donne Fragonia à un être humain et lorsque je teste Fragonia sur ma boîte de pétri ou ma culture bactérienne. Alors, quand je suis au niveau de ma culture bactérienne, j'estime que là, ce pool de monoterpénol, qui va comporter donc le terpinéol 4, le linalol, le géraniol, l'alpha-terpinéol, etc., c'est ce pool qui finalement va créer un ensemble d'actions plus fines, plus complémentaires et synergiques que d'avoir une seule molécule. On l'a vu dans l'exemple de l'artichaut. Rappelle-toi, en phytothérapie, on a bien vu que 3 composés importants pris chacun séparément, aucune action sur la sécrétion de la bile, les 3 mis ensemble, et ça se produit. Donc, on voit ici que cette synergisation au sein du sous-ensemble des monoterpénols, par lui-même, nous donne déjà une clé de compréhension. Maintenant, quand j'utilise Fragonia avec un être humain, là, j'ai un autre impact où effectivement, cette mathématique générale avec ce triangle génial équilatéral va créer cet impact. Du reste, dès que tu ouvres Fragonia, tu as quelque chose qui t'envers. Alors, je ne suis pas là pour dénigrer le titri. Bon, je veux dire, on a tous vécu avec le titri et Dieu merci, on l'a encore. D'autre part, Fragonia est très précieux et produit en très peu de quantité. C'est pour ça que vous ne verrez jamais faire la promotion de Fragonia pour rendre service à la population générale. Et je précise quand même pour Fragonia, attention aux personnes avec un cancer hormonodépendant. Voilà. C'est une huile très yin, très féminine. Donc, on aime bien toujours donner des cadres avec des possibilités de réaction. Et ça fait partie de notre devoir médical. Ceci dit, Fragonia, c'est un modèle explicatif. Donc, prenons-le comme tel. Et grâce à ce modèle, j'ai pu enfin comprendre que pour arriver à toucher l'essence, au sens de l'âme, de cette huile essentielle tirée de cette plante, il faut effectivement une vision de la composition moléculaire qui soit bien au-delà de ce qu'on fait en chimie analytique habituelle ou de ce que font les aromathérapeutes dans leurs cours. C'est pour ça qu'on fait des formations, on vous donne les clés de la compréhension, et que ces clés de la compréhension, je les reproduis moi lorsque je dois créer ma propre synergie. C'est pourquoi le séminaire que nous avons eu dimanche dernier, où j'ai montré cette intelligence en action, c'est comme quand toi, Magali, tu montes tes mouvements du bassin qui t'ont demandé 20 ans de travail, et puis tout le monde croit qu'en 2 secondes, ils vont faire la même chose. Non, c'est une masterclass de démonstration. L'acquisition de la maîtrise, c'est un autre programme qu'on pourra vous proposer. Oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu as compris cette espèce de, comment dire, de fonctionnement de la nature, du corps humain, donc ça t'offre un cadre de compréhension. Et après, on peut faire du biomimétisme. Il y en a qui appellent ça le biohacking, c'est-à-dire je récupère ce que la nature elle fait et je le transpose à ma façon de procéder, un petit peu comme un ingénieur en fait. Une fois que l'ingénieur il a compris la mécanique de compréhension, eh bien, il récupère cette mécanique pour fabriquer d'autres appareils. Et toi, tu fais pareil dans la création de tes formules aromatiques. Tu comprends la mécanique sous-jacente qui structure cette plante et tu appliques ce process. En fait, donc c'est carrément une nouvelle technologie, une nouvelle façon de penser la composition aromatique ou la formulation des huiles essentielles. Moi, je trouve ça très, très intéressant. Il y a 2 aspects. Alors, tu les as un petit peu dissociés et remélangés. Je vais être très précis, puisque tu avais parlé de la mécanique du corps humain. Alors, oui, c'est vrai. Et en réalité, ma formation médicale et ma formation de chimiste me permet d'aller très loin dans la compréhension, d'une part, de ce que fait le génie de la plante. D'autre part, ma formation médicale me permet d'aller très loin dans le fonctionnement du système immunitaire adaptatif, et notamment dans ce qu'on appelle la création des immunoglobulines. Et quand on comprend la création des immunoglobulines, qui est une création très intelligente et très économe, pas refaire la roue à chaque fois, tu as une grosse structure et après tu changes certaines structures pour t'adapter aux différents éléments agressifs. Et c'est cette combinaison ici, là, dans ma petite boîte, de cette compréhension immunitaire, de cette compréhension du génie de la plante, et c'est ce mix de tout ça qui fait que je suis arrivé à la proposition à laquelle nous avons bien sûr fait la démonstration dans le cours du dimanche. Voilà ma réponse. Pour ceux qui sont intéressés, donc je le rappelle, c'est une masterclass qui s'appelle Vie rose et voies respiratoires que vous pouvez
partie 1, vous avez donc un gros document qui fait pratiquement 100 pages et vous avez 3 vidéos plus un bonus et vous pouvez donc le trouver sur www.osmobiose.com. Virose respiratoire et huile essentielle partie 1. Voilà, c'est disponible en replay. Magali, je te dis, on va le scinder parce que c'est trop énorme. Et donc, c'est vraiment la première partie de la partie 1. Oui. On a énormément à voir sur l'interface respiratoire et reprendre l'interface digestive. Donc, ils sont gâtés, mais étape après étape. Mais là, c'était vraiment le gros paquet. Hein. Il faut subtiliser. Pour moi, c'est rien. Alors, évidemment, il faut que je m'adapte. Tu es là pour créer le passage et que cette adaptation se fasse en douceur, en souplesse et avec humour. Voilà. Après, je pensais à quelque chose. Souvent, on distingue le terme aromathérapie et aromatologie. Effectivement, bien connaître la plante, on peut dire qu'on est un aromatologue, hein, quand on connaît bien le fonctionnement de la plante, mais pouvoir lier la connaissance de la plante avec la connaissance approfondie du corps humain, je pense que c'est là où on peut dire le terme aromathérapie, parce qu'on va vraiment arriver à une thérapie. Sinon, si on s'intéresse vraiment au fonctionnement de la plante, je pense que c'est juste de garder le terme de aromatologue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en France, si je ne me trompe pas, le terme de aromathérapeute est vraiment réservé aux médecins. Sinon, on dira je suis aromatologue ou aromaticien. C'est très important ce que tu viens de dire, cette jonction entre je connais la plante et je connais le fonctionnement du corps humain et je lis les deux. Et ça, c'est sûr que ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Ça demande beaucoup d'années d'expérience. Je suis enrichir avec ce que tu as dit là, parce que on a été plus loin dans notre livre. N'oublie pas qu'on a bien distingué aromathérapie et pratique aromatique. Même moi qui suis médecin, si je décide d'utiliser telle huile essentielle pour tel ou tel souci, ou même si ce n'est pas un souci pour le bien-être, je ne suis pas en thérapie, je suis en pratique aromatique, moi avec moi-même. Pour qu'il y ait thérapie, il faut qu'il y ait relation humaine entre un patient et une patiente et un thérapeute. Et tu vois la qualité de la précision du langage, des termes utilisés. Pour nous, c'est un élément clé qui nous distingue, qui nous discerne, qui nous sépare même de manière absolument cruciale de tout ce qu'on voit ailleurs. L'apprentissage de la linguistique, ça fait partie de la formation que vous aurez avec nous si vous décidez de vous engager, parce qu'une idée claire s'exprime par un langage clair, et un langage clair exige de bien différencier les mots qui vont être utilisés. Donc effectivement, toi, je reprends ce que j'ai dit, j'ai donné un exemple assez, on va dire, basique pour démarrer, tu en as rajouté une couche, effectivement. Donc pour toi, tu réserverais le mot aromathérapie dès lors où tu es avec un thérapeute, parce que ce n'est pas la plante ou le flacon qui va me guérir, là on appelle ça de l'aromatique, mais c'est moi, mon flacon et mon thérapeute, et tous les trois ensemble, on appelle ça le jeu à trois, on va créer une dynamique pour amorcer un processus de guérison, de mieux-être. Et la place du thérapeute, là, elle est quand même essentielle puisque c'est un rapport d'humain à humain. Donc ça, j'entends bien la précision nécessaire que tu détailles d'ailleurs très bien dans le livre, l'aromathérapie quantique. Alors, est-ce que tu voudrais rajouter quelques éléments par rapport à cette notion de totem et cette notion d'analyse molécule par molécule? Est-ce qu'il y a des points que tu voudrais préciser? Alors, si tu veux, là, on est vraiment resté dans ce côté de la compréhension biochimique. Après, il faut vraiment faire le lien avec le génie de la plante, la famille botanique à laquelle elle appartient, son apparition dans l'échelle évolutive des temps géologiques sur notre planète, le genre, l'espèce, le chémotype, l'endroit où elle est cultivée, sa manière de vivre, de combattre, de résister, d'aimer, tout ça, c'est des éléments qui vont aussi, dans l'enseignement que nous dispensons, avoir un rôle à jouer. Et dans ce changement de paradigme, je voudrais un peu apporter la conclusion à propos d'une réflexion sur un terme que j'aime beaucoup. Et ce terme, c'est le mot simplicité. Et je voudrais distinguer 3 niveaux ou 3 ordres de simplicité. Je vais te donner un exemple, Magali. Un guérisseur que tu vas voir au fin fond de l'Amazonie ou de l'Afrique noire ou en Sibérie ou un aborigène d'Australie, il va posséder ce que j'appelle, et tu vas bien le comprendre, une simplicité essentielle. C'est en lui, parce qu'il vit dans la nature, ces plantes, il les connaît, il les a aussi apprises par tous les ancêtres, et donc c'est la simplicité essentielle. Après, tu as ce qu'on appelait une simplicité naïve. C'est
monsieur, madame, tout le monde, il va voir un flacon d'huile essentielle. Oh, c'est un liquide dans un flacon, bon, ça sent bon, on ne va pas plus loin. Après ça, tu vas passer par un travail qui va effectivement faire intervenir toute cette approche intellectuelle, que ce soit de la botanique, de la chimie, de la pharmacologie, de la physiologie. Et là, tu es dans une phase analytique qui va te permettre de creuser énormément. Et quand tu es arrivé à la maîtrise de toutes ces sciences-là, que tu comprends que tu peux les dépasser parce que tu as fait l'effort d'acquérir ces sciences, tu atteindras ce que j'appelle le 3e niveau, qui est la simplicité profonde. Est-ce que c'est clair? C'est clair, et en même temps que tu dis ça, j'ai un terme qui me vient. Je ne sais pas si tu es au courant un petit peu de ce courant qu'on appelle le simplex. C'est un courant qu'on voit dans l'art, qu'on voit aussi dans la création de meubles. C'est-à-dire, c'est une complexité, mais finalement qui reste très accessible. Et une fois, je t'avais dit la phrase, je ne sais pas si tu t'en souviens, « Nature is complex so that we don't have to be ». La nature, elle est complexe pour que nous restions simples. Donc finalement, à la fin, quand je te dis appuie sur le bouton, tu vas voir de la lumière, je t'ai juste demandé d'appuyer sur un bouton, c'est simple. Mais derrière, il y a de la technologie, il y a de la réflexion pour que la lumière arrive jusque-là. Donc moi, voilà, j'entends le mot simplex dans ce que tu as évoqué, que je comprends parfaitement. Alors évidemment, on pourrait en faire encore 3, 4, 5, 6 heures de vidéo sur cette notion de totem, molécule, individuelle ou pas. Je pense que ça permet déjà comme disent les Anglais, c'est un eye opener, ça veut dire c'est un ouvreur d'œil, cette petite vidéo. On ouvre un œil pour déjà se dire, tiens, il y a peut-être autre chose, et qu'on pourrait aller encore beaucoup plus loin dans l'analyse de cette compréhension du totem, des molécules. On a compris que toi, tu faisais tes formules avec le nombre d'or, la mathématique universelle, qu'il y a énormément de critères qui rentrent en compte pour arriver à une formulation aromatique. Et ça, c'est des masterclass qui seront donc proposés à l'avenir, que l'on attend avec impatience. Voilà. Alors, merci beaucoup, papa. Est-ce que tu voudrais ajouter encore un mot? Je pense que ma vraie conclusion, c'est la suivante. Quels que soient les efforts que nous allons produire, et ils sont nécessaires, nous serons toujours infiniment en dessous de l'intelligence ultime et géniale de ce monde végétal. Donc, soyons restés humbles. Bien souvent, les gens vont me dire, on veut comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela, et c'est bien de faire ces efforts-là. Ce sont des modèles explicatifs, mais la vraie explication, elle est à notre ordre. Donc, nous sommes quand même dans une grande humilité. Merci voilà, à tous. Le mot de la fin, restons humbles. Merci, papa. Je te souhaite une belle journée ensoleillée, peut-être dans la Drôme. Nous, à Strasbourg, c'est encore un petit peu gris. Mais bon, on attend les jours meilleurs. Voilà. À bientôt. Merci d'avoir illuminé cette petite journée. Au revoir, papa.